j'ai traité un parcours chronologique inverse pour remonter le temps plus facilement. Donc vous voyez que ce linceul, 11 avril 97, je vous disais tout à l'heure que c'était déjà un miracle qui soit encore presque intact de nos jours. Incendie de la chapelle où il était stocké, et le verre blindé de la chasse où est déposé le linceul est brisé à la hache par un pompier. Et ce verre blindé était théoriquement impossible à casser. 1990, des malfaiteurs pénètrent par effraction dans la chapelle royale de Turin et y mettent le feu. L'incendie n'endommage que le reliquaire. En 1983, après sa mort, le dernier roi d'Italie, Umberto II, lègue par testament le linceul au Vatican, c'est-à-dire à ce moment-là au pape Jean-Paul II, en 1983. En 1972, autre tentative d'incendie criminel du linceul qui échoue. En 1898, on en parle dans le film, c'est vraiment le basculement pour le linceul, puisque c'est le photographe Secondo Pia qui prend les premières photographies du linceul, et c'est à partir de là qu'on s'aperçoit que le linceul est un négatif, puisque en prenant les photographies, un négatif de négatif devient un positif. C'est vraiment le basculement, c'est 1898, c'est les premières photos. Ensuite, je remonte dans le temps, 1694, là c'est l'entrée à la chapelle royale de la cathédrale de Turin. En 1578, le linceul est transféré à Turin, capitale des ducs de Savoie, puisqu'il appartient à ce moment-là aux ducs de Savoie. 1453, Marguerite de Charny, qui était propriétaire du linceul à cette époque, vend la relique à l'épouse de Louis Ier de Savoie. Et donc le linceul passe dans la maison de Savoie et il est placé dans la chapelle du château de Chambéry. Alors c'est dans le château de Chambéry d'ailleurs qui subira là aussi un autre incendie dont on voit les traces sur le linceul. Je remonte, 1418, Geoffroy de Charny confie le linceul à son gendre qui le met à abri dans son château de Montfort près de Montbard. 1357, alors là c'est la grande date du linceul, puisqu'à partir de 1357 on est sûr de son parcours, puisque c'est la première exposition publique du linceul dans la collégiale de Liray en Champagne par Jeanne de Vergy, qui était femme de son propriétaire à ce moment-là, qui était Geoffroy de Charny, grand connétable de France, tué à la bataille de Poitiers. On pense que le grand connétable de France avait eu du roi, c'est Jean le Bon, avait eu du roi Jean le Bon le soin de prendre le linceul pour les batailles. C'est-à-dire que le linceul pouvait être exposé dans les grandes batailles et théoriquement donner la victoire à son possesseur. Théoriquement, parce que la bataille de Poitiers n'a pas été un succès et le grand connétable a été tué et Jean le Bon a été fait prisonnier. 1248, là c'est la consécration de la Sainte-Chapelle à Paris, par Saint-Louis. Le linceul a de fortes probabilités, alors à partir de là, avant Liray, on ne peut parler que de probabilités. Parce qu'il y a plusieurs théories sur le passage du linceul dans tel ou tel endroit. Certains disent qu'il était encore en Grèce à ce moment-là. Moi, j'estime que la plus fiable, c'est qu'en fait, le linceul a de fortes probabilités d'avoir été vendu par Baudouin II, empereur de Constantinople, qui avait besoin d'argent, à Saint-Louis en 1241. Et Saint-Louis l'aurait rapporté à la Sainte-Chapelle, mais en même temps que beaucoup d'autres reliques, dont la plus célèbre, la couronne d'épines. Mais il y avait aussi des morceaux de la vraie croix, il y avait le clou, etc. Donc, voilà. En 1205, le duc d'Athènes restitue à l'empereur de Constantinople le linceul.
Pourquoi il le restitue en 1205? Parce qu'en 1204, c'est la période où les croisés et les Vénitiens prennent Constantinople et mettent la ville à sac. Et un croisé, donc Othon de la Roche, vole le linceul qui se trouvait à Sainte-Marie-des-Blachères, c'est à Constantinople. Et comme la ville de Constantinople a été mise à sac par les croisés, hélas, eh bien le linceul disparaît. Enfin, il disparaît et il passe à Athènes avec Othon de la Roche. Auparavant, alors, 944, là on est un peu plus sûr mais à ce moment-là, on est sûr qu'il s'agit du mandilion. Parce qu'à ce moment-là, le linceul de Turin, qui n'était donc pas encore à Turin, avait comme nom le mandilion à Constantinople. Il y a de très fortes chances, en probabilité, je pense qu'on a 99 chances sur 100, que le mandilion était effectivement le linceul qui est à Turin aujourd'hui. Mais le 15 août 944, ça a donné lieu à de très grandes fêtes pour l'arrivée à Constantinople de l'image d'Édesse ou du Saint Mandilion, qui a été acheté fort cher, très très cher, au roi d'Édesse. Puisque le Mandilion était à Édesse. Édesse, c'est aujourd'hui en Turquie. Il a eu de la chance, le Mandilion, à ce moment-là, puisqu'il a échappé, il était encore à Édesse, donc il a échappé à la période iconoclaste qui régnait à Constantinople. Et à Constantinople, à cette période, pendant plus de 100 ans, on a détruit tout ce qui pouvait représenter une image, une statue, etc. On appelle ça la période iconoclaste. Et heureusement pour lui, le linceul n'était pas à Constantinople à cette période. Donc il était à Édesse. À Édesse, il a été redécouvert en 544. Alors il s'appelle non fait de main d'homme parce qu'il est connu comme ça, Akéropéietos, il est connu comme étant non fait de main d'homme pour expliquer qu'il n'y a pas de trace de peinture, il n'y a pas de trace de fabrication d'une façon ou d'une autre. Bien, entre 180 et 192, le linceul serait transporté à Édesse. Donc j'ai marqué actuellement Urfa en Turquie, sous le règne d'Abgar IX, qui était converti au christianisme. Bon, le royaume d'Édesse a été le premier royaume chrétien au monde, on peut le dire. Et le linceul aurait quitté, alors là, je mets quand même un peu de conditionnel, il aurait quitté secrètement Jérusalem pour Antioche, puisqu'Antioche était le lieu de la première église chrétienne, dont Saint-Pierre est le premier évêque. Et enfin, vendredi 7 avril 30, vers 17h, Jésus, descendu de la croix, est enveloppé dans le linceul et porté au tombeau par Joseph d'Arimathie, Nicodème et Jean l'évangéliste. C'est ce que nous avons lu au début de cette conférence. Dans la lecture, il était précisé que Joseph d'Arimathie était très riche. On pense qu'il était effectivement très riche parce que d'après mes lectures, le linceul aurait demandé à peu près 800 heures de confection. Et 800 heures, aujourd'hui, si vous mettez ça au SMIC, vous arrivez à un tissu de 8000 €. Donc c'est pour vous dire que Joseph d'Arimathie a fait ça très bien. Voilà sur le parcours chronologique du linceul. S'il y a une nouvelle ostension et si ça vous tente, ne la manquez pas, parce qu'au XXe siècle, il n'y a eu que 5 ostensions publiques dans tout le siècle, et au XIXe siècle, il y en avait eu 7. Donc c'est pour vous dire que quand on rate une ostension, on n'est pas sûr d'être encore là pour la prochaine, en tout cas à nos âges. Oui, nous avions manqué avec mon épouse, nous avions manqué de celle de 2000. Il y en a eu une en 2000 que Jean-Paul II avait programmée pour marquer le changement de millénaire. Et on n'avait pas pu y aller. Et finalement, nous avons pu y rendre en 2010. Donc les photos qu'on voit là, nous étions dans les pèlerins en 2010. C'est vrai que c'est impressionnant.
c'est quand même impressionnant. Mais c'est là où on voit que quand on est trop près du linceul, à moins de 2-3 mètres, on ne voit rien. À la limite, on voit mieux sur le négatif, sur la partie négative. Là, on voit très bien. Mais en revanche, sur la partie positive, si on est à 2-3 mètres, on ne voit rien. Il faut se reculer à 4-5 mètres, là ça commence. Donc, je vais vous passer maintenant le génie du faussaire. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'invraisemblable génie qu'aurait dû avoir un faussaire de Turin. Parce qu'au Moyen-Âge, bon, vous allez voir. Donc on découvre le tissu. Alors le tissu, 8 coudées juives sur 2 coudées juives, en pur lin tissé. La religion juive interdisait le tissage lin et laine. En revanche, elle autorisait le tissage lin et coton. Donc c'est pour ça que sur le linceul, on a trouvé des traces de coton. En revanche, absolument pas de laine. Et ça, c'était formellement interdit. Le linge a été blanchi avant tissage, ce qui est une pratique abandonnée après le 8e siècle. Et il possède une couture de caractéristiques antiques de 3,8 cm de large sur un côté. Alors la couture sur le côté, en fait, ça marque une bande qui avait été découpée, et on pense que la bande a été découpée au moment de la mise au tombeau, c'est-à-dire que c'est la bande qui a servi de lien. On voit dans le film le lien qui entourait le cadavre, et le lien, il ne devait pas avoir de lien, et donc le lien, c'était une partie du tissu lui-même qui a été découpé. Bon, il fallait... Alors ce qu'il y a, c'est que le faussaire aurait à la limite pu le faire. En revanche, la bande de tissu a été recousue avec une couture de caractéristiques antiques. Ça, c'était le critère, c'est la couture. La couture pour rapporter la bande sur le tissu. Là, c'est vraiment une couture de caractéristiques antiques qui n'était absolument plus connue au Moyen-Âge. Alors, en deux, les tissus contiennent des pollens représentatifs du Moyen-Orient, du Proche-Orient, de la mer Morte. Il contient également des traces de myrrhe et d'aloès. Donc ça, c'est Nicodème. Il présente l'image d'une personne de sexe masculin représentée tête bêche, fesses postérieures et antérieures, en impression en négatif. Comme je vous le disais, il faudra attendre la photo de 1898 pour le découvrir. Donc la photographie n'existant pas au Moyen-Âge, c'était quand même un peu difficile. En revanche, le faussaire aurait été très fort parce que les taches de sang visibles sur le tissu, elles sont bien imprimées en positif. Les taches de sang sont en positif. J'ai dû passer là, non ? Ouais, j'ai dû passer. Ouais, non. À la fin du diaporama. Non. Voilà. J'étais là. Alors le sang des taches dont je vous ai parlé, le sang est du groupe AB+, et contient beaucoup de bilirubine. La bilirubine, c'est ce dont on a parlé dans le film, parce que c'est ce qui a permis de garder le sang aussi rouge. Le sang est resté très rouge, et caractéristique de douleurs extrêmes ressenties. C'était très bien expliqué dans le film. Des traces de sérum sont également mises en évidence. Bon, en 5, le tissu ne contient aucune peinture ni aucun pigment, et l'image est obtenue par une oxydation-déshydratation. Je répète, hein, c'était déjà dans le film, plus ou moins prononcée des fibres de lin. L'épaisseur maximum est de 40 microns. Donc c'est vraiment extrêmement fin. L'image a été créée selon une projection directionnelle parallèle au vecteur de la gravité vers le haut et vers le bas. Donc une projection orthogonale vers le haut et vers le bas. Mais le tissu n'est imprimé que dans sa partie en contact avec près du corps, pas du tout de l'autre côté. L'autre côté n'a eu aucune impression.
Enfin, l'intensité de l'oxydation-déshydratation est proportionnelle à la distance existant entre la surface du corps et le tissu du linceul. Ça, déjà expliqué là aussi dans le film. Plus le tissu est proche du corps, et même s'il touche par exemple le bout du nez, là le tissu sera vraiment très, très coloré. En revanche, au-delà de 4 cm d'écart entre le corps et le tissu, au-delà de 4 cm, il n'y a plus aucune trace. Là, c'est terminé. Bon, là aussi, dans la part d'un faussaire, ça aurait été particulièrement génial. Enfin, l'intensité de l'oxydation-déshydratation proportionnelle à la distance existant entre la surface du corps et le tissu. Et là, on a vu que l'image peut être reconstituée par ordinateur en 3 dimensions. Comme l'a dit un des commentateurs du film, c'est la seule image au monde qui soit aujourd'hui, même aujourd'hui encore, en 3 dimensions. 2 pièces romaines ont été posées sur les yeux du mort selon la coutume juive. Donc ça a été retrouvé. Là, il faut regarder au microscope parce que là, comme ça, vous ne le verrez pas. C'était des leptons de Tibère César de l'an 29 à 36. Alors, des inscriptions sont visibles autour de la tête. Ça, c'est des inscriptions un peu séparées. Jésus, Nazarenos, Fischiarezzo, etc. en latin. Et tout ça, c'est pour dire que j'exécute la condamnation à mort à la 9e heure du jour, qu'il soit enlevé, Jésus de Nazareth, dans la 16e année du règne de Tibère, au mois d'Adar, c'est-à-dire au mois de pratiquement avril. Voilà, en fait, c'était les plaques qui signifiaient qu'on pouvait, il y avait l'autorisation de Pilate de retirer le corps. Alors, l'homme du linceul a été flagellé. Oui, ça, on l'a vu là aussi. Il y a près de 120 traces de lanières de cuir à 2 boules de plomb, caractéristique du flagrum romain, à 2 ou 3 lanières. Là, c'était plutôt 3 lanières. La loi juive, je rappelle, condamnait au maximum à 39 coups de fouet. On va me dire que là, ce n'était pas forcément la loi juive qui s'appliquait, puisqu'on peut penser que c'était des Romains qui faisaient la flagellation. Mais en revanche, les 39 coups de fouet, ça correspondrait assez bien au nombre de traces. Avec Saint Paul, parce que Saint Paul parle aussi de ses flagellations, mais les flagellations de Saint Paul, c'était surtout avec des verges. Là, il ne faut pas confondre. Là, c'était une flagellation à mort. C'est la flagellation romaine, c'est une flagellation à mort, puisque de toute façon, Pilate, normalement, n'avait pas le droit de donner 2 condamnations de suite à Jésus. À partir du moment où il avait donné une condamnation à la flagellation, il lui était interdit, normalement, de condamner à la croix. Il n'a condamné à la croix que sous la pression de la populace, et puis il valait mieux sacrifier un homme que d'avoir une émeute dans Jérusalem. Bon, enfin, l'homme du linceul a porté un casque d'épines, là aussi ils en ont parlé. C'est plutôt un casque qu'une couronne. La couronne, c'était en jonc tout autour, là, c'est ce qui reste un peu à Paris, à Notre-Dame. Mais en revanche, autour de la couronne de jonc, c'était vraiment un casque d'épines qui se trouvait là. Une cinquantaine de marques de piqûres sur la colonne crânienne et sur une paupière. Enfin, l'homme du linceul présente une tuméfaction des arcades sourcilières, pommette droite enflée, une blessure sous l'œil droit, le cartilage du nez cassé, sa moustache a été arrachée à droite, ainsi qu'une partie de sa barbe au centre du menton. Les omoplates gauche et surtout droite de l'homme du linceul, ainsi que l'épaule droite, sont marquées par le frottement d'un objet lourd et rugueux. Les genoux sont abîmés par des traces de chute et présentent des traces de terre compatibles avec celles de Jérusalem. Donc vous voyez les détails qui ont été analysés sur le tissu. L'homme du linceul a été cloué sur une croix au moyen de 3 clous. Ceux des mains traversent les poignets entre les os, provoquant la contraction des pouces
vers la paume des mains, ce qui explique qu'on ne voit pas les pouces sur les représentations. Celui des pieds cloue le pied gauche sur le pied droit et les écoulements sanguins sur les bras, 55 et 75 degrés avec les verticales, montrent qu'il s'est soutenu sur ses pieds pour reprendre sa respiration. Il a fini par mourir d'asphyxie quand il n'a plus eu la force de se soulever. Le traitement de l'image du linceul montre que le supplicié est mort en état de tétanisation. Enfin, l'homme du linceul présente une plaie pratiquée post-mortem au côté droit entre la 4e et la 5e côte. L'homme du linceul n'était pas nu sur la croix, comme on peut le représenter souvent. Il portait un pagne sur l'avant, qui s'appelait un périsoi en grec, fixé à une simple ceinture étroite entourant les reins. Il n'y a pas de trace de flagellation à l'emplacement de la ceinture. L'homme du linceul avait une natte de cheveux dans le dos, descendant jusqu'à mi-épaule. Aucun des os de l'homme du linceul n'a été fracturé ou brisé. L'homme du linceul avait un linge entouré autour du front et du visage, descendant derrière ses épaules. Il est fort probable que le linge entouré autour du front soit la coiffe de Cahors, ce qu'on appelle la coiffe de Cahors, qui était un linge qui en fait était une mentonnière et qui venait fermer la bouche du mort. Pour recueillir et éponger le sang et les liquides internes courants, un pli dans le tissu en forme de oméga a été pratiqué pour envelopper un tissu absorbant, sans doute en coton. Et situé sous le fessier du supplicié, il fausse les mesures de l'homme du linceul quand le tissu est déployé. Alors ça n'a été découvert que dans les années 2000. C'est pour ça que je disais qu'il y a quand même des découvertes qui sont récentes, parce qu'on ne trouvait pas normal que le supplicié soit plus grand dans le dos que de face. Et il y a à peu près 10 cm il est plus grand de 10 cm dans le dos que de face. Et c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait eu un pli dans le tissu, et en forme de oméga, donc le tissu est recroquevillé comme ça, avec un espèce de traversin de coton à l'intérieur. Et les anciens, à la fois sans doute les Romains et les Juifs aussi, connaissaient ça parce qu'il fallait absorber les liquides internes qui coulaient du cadavre. Donc voilà. Alors là aussi, pour qu'un faussaire du Moyen-Âge pense à ça, c'est que vraiment il était super doué. Et enfin j'arrive aux deux dernières. Alors les deux dernières caractéristiques, là je les explique en rouge. Elles sont totalement contradictoires et impossibles à expliquer scientifiquement aujourd'hui. Ce linceul ne peut être qu'un fauteuil. En vain, il n'y a aucun arrachement des fibres de lin en contact avec le sang coagulé provenant des plaies. Donc les taches de sang ont des contours très nets. Donc le corps de l'homme du linceul n'a donc pas été retiré du linceul par main d'homme dans les jours qui ont suivi la mort, alors que le sang collait encore au tissu. Sinon, on aurait trouvé des traces d'arrachement des fils de lin. Et deuxième constatation totalement contradictoire, il n'y a sur le linceul aucune trace de putréfaction des chairs du supplicié, la cadavérine. Et cette cadavérine aurait commencé à apparaître entre 30 et 40 heures après la mort. Donc, la conclusion, c'est que le corps de l'homme du linceul n'est pas resté plus de 2 à 3 jours enveloppé dans le linceul. Voilà. Et là ces deux dernières constatations, comme elles sont totalement contradictoires, là, à ce jour, il n'y a pas d'explication logique ni scientifique. J'avais une question. Pourquoi il y a si peu d'exposition de la moelle du linceul post-tension? Et l'autre question, c'est où est-ce qu'on peut trouver le corps en entier en négatif? On a des images du visage, mais est-ce qu'on peut trouver le corps entier? Le corps entier, il est exposé dans l'église Saint-Louis, hein, vous le voyez. Mais, Comment? Je ne comprends pas bien votre question là, parce que... On peut avoir une image du linceul complet. Ah, du linceul
linceul complet, j'en ai vu peu parce que c'est à ce moment-là, ça prendrait tellement de place pour que ce soit une toilette, parce que mettre en format A4 une image qui fait 4 mètres, 4 mètres et quelques de long, si vous voulez, ça rendrait pas beaucoup. Hein. Le linceul fait 4 mètres 35 de long. Donc si vous voulez la mettre en A4 pour la garder, ça devient assez invisible, parce que vous ne verrez pas beaucoup de détails. C'est ça votre question? Je ne sais pas si je réponds. Et sinon, il y avait une deuxième question. Oui, pourquoi il n'est pas exposé plus souvent? Ah, alors là, c'est à la discrétion. Maintenant, quand il dépendait de la maison de Savoie, des ducs de Savoie, les ducs de Savoie avaient pris l'habitude de ne faire des expositions que lors des grandes cérémonies de la maison de Savoie, c'est-à-dire à des mariages, éventuellement à des enterrements, à des grandes cérémonies religieuses qui intéressaient directement la maison de Savoie. Maintenant qu'il appartient au Vatican, c'est à la discrétion du pape. Alors c'est sur demande de l'archevêque de Turin. L'archevêque de Turin fait une demande au pape, qu'il l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, actuellement il est impossible de prévoir, c'est pas tous les 5 ans par exemple, ou tous les 10 ans. Jusqu'à présent c'est totalement irrégulier et ça dépend du pape. Voilà. Je me permets de poser une question complémentaire. Est-ce que justement la rareté des ostensions n'est pas due aussi aux conditions très particulières de conservation du linceul, dans des conditions de température, d'humidité, de luminosité qui font qu'il n'est pas recommandé de l'exposer trop souvent? Oui, vous avez raison, mais quand même lors des ostensions, puisque nous étions allés à l'ostension de 2010, l'église était vraiment très obscure. Il y avait vraiment un petit éclairage très discret on le voit d'ailleurs dans le film à un moment, on voit l'éclairage du linceul. C'est vraiment un éclairage très, très discret qui ne doit pas être trop agressif pour le tissu. Non, je pense que non, ils ont peur, je pense qu'il n'y en attend pas. Il a déjà résisté à tellement de tentatives d'incendie et de vandalisme que je pense qu'il y a un peu une méfiance de ce côté-là. Je mettrais ça en plus en avant que la protection lumineuse, qui elle existe déjà. Elle existe. Alors les conditions de température et d'hydrométrie, oui, elles sont respectées. Mais là, elles peuvent être respectées parce qu'il est à l'intérieur d'une chasse. Et donc dans la chasse, je pense que l'hygrométrie est respectée. Voilà. Un détail scientifique, on parle de l'image produite par un corps dans le linceul, on imagine le corps serré dans le linceul. Oui. Est-ce que les rayons qui ont formé l'image étaient purement verticaux ou est-ce que c'était concentrique par rapport à... Non, les rayons sont verticaux et on pense que la seule explication possible, c'est que ce sont des photons. Ce sont des photons, c'est-à-dire la lumière. C'est vraiment l'évangile, hein, c'est la lumière. Il n'y a pas d'autre explication qu'un bombardement de photons. C'est à peu près ce qu'on pense. C'est la première image qu'on a eue, parce que quand on pense ce genre d'oxydation sur un tissu, on l'obtient avec un laser en fait. Oui, mais alors là, particulièrement bien réglé, parce qu'il ne faut pas le brûler. Et il faut quand même que ça se voit. Donc je dirais que le réglage extra fin du flux de photons, il n'y a pas de comparaison. Maintenant, le problème, c'est que ça suppose aussi que le Christ que l'homme du linceul soit ressuscité, c'est-à-dire qu'il est disparu, et qu'il est disparu en lumière. Or ça, on n'a jamais pu encore le reproduire, donc scientifiquement parlant, c'est difficile à faire avaler à des gens qui n'y croient pas, parce qu'ils vous disent et comment il a pu se volatiliser en lumière. Et c'est très difficile à faire. Et pourtant, il n'y a pas d'autre explication. Hein. Il n'y a pas d'autre explication que la création de flux de photons. Alors, puisque je parle des flux de photons comme ça revient à... Je pourrais peut-être vous montrer que les problèmes pour comment
carbone 14, il y avait voilà, la datation en carbone 14, on en a parlé tout à l'heure dans le film. Alors voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il faut regarder les deux dates possibles, c'est-à-dire qu'on a deux laboratoires, et ceux de droite. La courbe de droite, c'est celle de deux laboratoires d'analyse, et qui, elle, était plutôt décalée sur 1253 1364. Donc on est vraiment, c'est presque impossible vu les dates d'apparition du linceul, alors que l'autre laboratoire, lui, il est pratiquement 100 ans avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coïncidence entre les trois laboratoires. Normalement, il y a un laboratoire qui élimine les deux autres ou les deux laboratoires qui éliminent le premier. Donc déjà, c'est difficile à prouver. Alors les médias ont dit que c'était entre 1260 puis 1350. Voilà, les médias ont fait un amalgame des deux, mais si scientifiquement on regarde les mesures des trois laboratoires, en fait, c'est pas possible. Donc en fait, on pense qu'il y a des morceaux de tissu qui avaient beaucoup plus de fibres de coton, de la réparation, des réparations du Moyen-Âge, effectivement, mais que ce n'était pas un tissu homogène. Et alors, deuxième chose pour expliquer que ça pouvait être le Moyen-Âge, c'est que s'il y a eu des flux de photons qui ont provoqué l'impression sur le linceul, il faut vous dire que les flux de photons, ça peut perturber les atomes d'azote, puisque c'est de l'azote, hein, le lin. Ça peut perturber les atomes d'azote, et si vous avez un neutron qui vient faire un carreau contre un atome d'azote, une fois qu'il a fait son carreau, l'azote perd un proton. Bon, là je rentre un peu dans les détails techniques, mais vous m'excuserez. Ce que je veux dire, c'est que le neutron vient faire un carreau, comme à la pétanque, hein. Il vient chasser un proton de l'azote, et à ce moment-là, l'azote devient du carbone 14. Ce qui veut dire qu'à partir de là, vous pouvez avoir un certain nombre d'atomes d'azote qui sous le flux de photons et de lumière qui est arrivé, eh ben, ont pu se transformer aussi en carbone 14. Donc d'azote, on passe au carbone 14. Et alors là, ça pose complètement toute mesure ultérieure faite en mesurant le taux de carbone 14 par rapport au taux de carbone 12. Voilà. Pour vous dire que là, il n'y a pas d'explication, mais ça suppose là aussi que le corps de l'homme du linceul ait émis un flux de lumière. Sans ça, il n'y a pas d'explication. Alors, autre question? Il y a une question? Est-ce qu'on a une idée de à quoi ressemblaient les contemporains de Jésus, c'est-à-dire les hommes qui vivaient à son époque et qui venaient de la même région? Et si oui, est-ce que l'homme du linceul a les mêmes caractéristiques? Déjà, le sang, il est AB+. C'est vraiment un sang de personnes du Moyen-Orient. Oui, ça. Bon, sinon, il a une grande natte de cheveux dans le dos. Là aussi, c'était la mode à l'époque. Bon, il a la barbe et la moustache, ça c'est pas caractéristique. Autrement, non, il n'y a pas d'autres. Je vois pas d'autres signes. Comment? Sa taille, il était grand. Il était grand. 1m80 à l'époque, ça c'était effectivement une très grande personne pour l'époque. Mais bon, le poids est à peu près normal quand on fait 1m80. Il fait entre 75 et 80 kg. Donc ça c'était normal. Et il a la trentaine. Puisque donc s'il est mort en l'an 30, il aurait dû avoir 36 ans. Puisque la datation n'est pas
la datation du calendrier n'est pas bonne, il faut remonter 6 ans en arrière pour la naissance du Christ. Puisque Hérode est mort en -4, donc là, la naissance du Christ, c'était -6. Donc il est né 6 ans avant notre ère. Donc pour un homme de 36 ans, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas d'autres caractéristiques à vous donner. On ne peut pas savoir la couleur de cheveux. On voit la couleur de cheveux. Non, on ne peut pas savoir. On peut savoir avec toutes les expériences scientifiques qu'on fait. Oui, non, ça n'a pas été fait. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des recherches qui continuent à l'heure actuelle? Oui. Alors là, oui. Il y a des recherches permanentes. Alors l'association dont je fais partie, là, Montre-nous ton visage, l'association organise donc tous les ans son assemblée générale et à l'occasion de son assemblée générale fait le point sur l'état d'avancement des recherches en cours. Et depuis 2000, moi j'assiste avec mon épouse depuis 2000 à peu près, et on a eu quand même des très grosses révélations, entre autres le pli du tissu sur l'arrière en forme de oméga là, qui était là pour servir de traversin en coton. Ça doit être de 2005 à peu près. Donc c'est pour vous dire que, et ça c'est vraiment très important parce que l'autrement il ne faisait pas 1m80, il faisait 1m90. Si vous prenez l'arrière du linceul, il fait 1m90 et devant il fait 1m80. Donc voilà. Et ça c'est vraiment des études de 2005. Alors autrement, ce qu'il faut bien voir, c'est 1898. Parce qu'avant 1898, là, il n'y avait pratiquement rien. Bon, déjà, ils ne s'y intéressaient pas vraiment, mais en plus, comme la photographie n'avait pas été faite, donc on ne savait pas que c'était un négatif, donc là, il y avait pratiquement rien. Les grosses recherches ont commencé dans les années 1930. Alors là, c'est des chirurgiens qui s'y sont intéressés, parce que les chirurgiens ont voulu savoir comment il avait été. Les recherches ont commencé par là dans les années 1930. Est-ce qu'il est envisagé de faire une deuxième analyse au carbone 14 en prenant du tissu? Pour l'instant, je dirais pratiquement pas, parce que le problème de l'analyse au carbone 14, c'est qu'elle est destructive. Alors, on a reproché d'avoir fait une analyse dans un coin du tissu, vous avez vu, ça a été découpé tout à fait dans un coin, et d'ailleurs c'était un coin qui visiblement avait été, comment dirais-je, réparé et reprisé. Et là, si on décidait de faire une découpe en plein milieu, c'est destructif. Donc le Vatican autorise des mesures, mais qui en général sont des mesures transparentes pour la vie du tissu. Pour le reste, on peut les comprendre, hein, parce qu'on ne va pas mettre en péril la qualité du tissu, et le tissu lui-même d'ailleurs. Bonsoir. Est-ce que la physique quantique s'est penchée sur le problème? Il y a certainement des physiciens quantiques qui s'y sont penchés, ça c'est sûr. Vu le niveau des recherches qui sont faites sur ce linceul, il y en a certainement, mais ils n'ont pas, à ma connaissance en tout cas, ils n'ont pas abouti, ou en tout cas ils n'ont pas livré les résultats de leurs études. Je vous dis, les seules études possibles, c'est de dire qu'il y a eu une création de photons, un peu comme dans une IRM, quoi, une résonance magnétique. Hein. Parce que le négatif en plus n'est pas un négatif photographique, mais c'est un négatif magnétique. Alors, les négatifs magnétiques, c'est par rapport aux négatifs photographiques, c'est que les couleurs inversées sont d'une certaine façon, alors que ce n'est pas de la même façon que si c'était un négatif d'une photo. Mais même là, il n'y a pas d'explication. Il y a des constatations, mais comme le phénomène de résurrection n'a pas été autrement étudié, on n'a pas d'explication.